Hello tout le monde, ici Nicolas de Mindstep. Je suis très heureux d'être ici en compagnie de mon ami Tarissaï de Cugnac. Bonjour à tous. Alors, on est ici dans une vidéo très importante. Je suis actuellement à Lisbonne, à un séminaire où j'ai eu l'occasion de rencontrer Tarissaï et je te suis déjà depuis un bon bout de temps sur tes contenus, ta chaîne YouTube, etc. Parce que Tarissaï est spécialisé en parentalité positive, entre autres. Oui, c'est Exact, ça. hein? Oui, tout à Ouais. fait. Et étant un jeune papa de 34 ans avec des enfants de 8 ans et 6 ans, je dois dire qu'il y a quelques challenges dans l'éducation des enfants aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans. Et il se fait que j'ai l'honneur donc d'être avec quelqu'un qui est spécialisé de comment faire autrement que de hurler et de taper sur ses enfants jusqu'à se faire obéir. Cool. Alors, Teresa, j'avais envie de te poser une question qui est que parmi les gens qui nous suivent et les gens qui regardent cette vidéo, il y a certainement des gens qui sont dans une démarche de développement personnel et qui sont vraiment très bien intentionnés par rapport au fait d'être une meilleure version d'elles-mêmes, de pouvoir communiquer et inculquer des valeurs à leurs enfants. Moi, je fais partie de ces gens-là. C'est très important pour moi que mes enfants soient eux-mêmes dans cette démarche de connaissance de soi, d'ouverture d'esprit, de remise en question, de pouvoir se challenger, se dépasser. Et personnellement, avec ma petite femme Sandrine, on éprouve de temps en temps quelques difficultés parce qu'on ouvre tellement le cadre et on laisse nos enfants tellement libres de s'exprimer, qui sont géniaux, hein. Ils parlent à tout le monde dans la rue, ils s'expriment à table avec des adultes, ils prennent la parole, ils sont extraordinaires, mais parfois on a vraiment du mal à se faire obéir du coup, parce qu'on a installé un mode de communication qui fait que de temps en temps, en gros ils nous disent j'ai pas envie de le faire. Donc si on demande par exemple mettez la table les enfants, ils vont répondre ouvertement non merci ça va, pas besoin. Et j'ai du mal parfois à me faire respecter par rapport à ça. Top. Voilà, top, je sais pas. Si, c'est un super sujet déjà, le fait de mettre la table. C'est un sujet qui concerne plein de parents et moi-même au début je l'ai rencontré. Et j'ai envie de te poser une question, c'est est-ce que toi tu prends plaisir à mettre la table? Ouh, la sale question. Ah. Alors je prends plaisir à mettre une belle table. D'accord. Mais je ne prends pas plaisir à mettre la table. Donc genre les 4-7, les assiettes, les couverts, les verres. Non, par contre, je sais qu'enfant, j'aimais bien chez mes parents dresser une belle table avec la belle vaisselle, des belles serviettes, faire que ce soit joli quoi. Ok, top. Parce qu'en fait, c'est compliqué de faire passer un message à un enfant ou de lui demander de faire quelque chose sans utiliser la force, la punition, le chantage ou s'énerver, si nous-mêmes on n'aime pas faire cette tâche. Donc du coup, la table, mettre la table ou débarrasser la table, c'est un vrai sujet quand on se met à l'éducation positive, parce que souvent en tant qu'adulte, nous-mêmes on n'aime juste pas faire ça. Et donc l'enfant il le ressent. L'enfant il a un cerveau qui est en cours de développement. Donc du coup, il a une partie de son cerveau qui est beaucoup plus réceptive à tous les messages inconscients qu'aux messages conscients. Donc ça, c'est une des explications de pourquoi est-ce qu'on peut répéter 10 fois, 50 fois la même chose à notre enfant. Ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et lui, il n'a pas du tout envie de le faire. C'est parce que finalement, ce qu'il va capter, donc les ondes que capte son cerveau qui est beaucoup plus dans le limbique et dans le reptilien que dans le néocortex. Le néocortex, c'est la partie qui permet tout ce qui est raisonnement logique, empathie, conscience morale et qui se développe, qui arrive à maturation à 25 ans en fait. Ah oui. Donc du coup, eux en fait, ils ont une plus grosse proportion de captation de tout ce qui est inconscient. Donc quand on n'aime pas faire quelque chose et qu'on leur demande de le faire, eux ils vont ressentir le fait que juste on n'aime pas le faire et qu'on leur demande de faire un truc embêtant en fait. Et donc du coup forcément si on leur impose pas par la force, ils n'ont pas envie de le faire et ils l'expriment. Et quelque part je peux comprendre. C'est ça, moi, c'est systématique que je dois amener à crier pour que finalement ils mettent la table, ils s'excusent en disant oui on comprend, on le fera demain, et puis le lendemain matin c'est pareil au petit déjeuner, le soir, donc manifestement j'ai pas compris les clés quoi. Oui. Ouais. Et comment est-ce que tu pourrais faire pour prendre plaisir, toi d'abord, à mettre la table? Et je savais pas que j'allais me faire coacher en direct ici, mais c'est génial. Alors comment est-ce que je pourrais me prendre plaisir? Je pense que je pourrais prendre plaisir à mettre une belle table. Super. Voilà, à être créatif dans le choix des couleurs ou de sortir la belle vaisselle aussi. Ouais. Super. Est-ce que tes enfants, ils ont plus tendance à vouloir t'imiter ou faire des choses comme toi?
dans les choses pour lesquelles tu prends vraiment du plaisir et il le voit, ou dans les choses où il voit que vraiment ça t'énerve de le faire et ouais. Bah, clairement, oui, ils m'imitent quand je prends plaisir. Enfin, c'est le cas dans les sports, parce qu'ils voient qu'ils aiment bien faire les mêmes sports. Quand je fais des vidéos sur Internet, bah, ils se mettent à faire des vidéos aussi et ils prennent plaisir à ça. Donc, ouais, clairement. Ouais. Top. Donc est-ce que tu penses que ça pourrait faire une vraie différence pour tes enfants si pendant plusieurs jours, ils voient que tu prends vraiment du plaisir à mettre cette belle table? Oui, et en même temps, je me dis, est-ce qu'ils vont en être conscients ou est-ce qu'ils vont juste regarder la télé ou jouer dans la chambre et puis ils vont arriver, la table sera mise et ils vont dire chouette. Je sais pas à quel point. Enfin, tu disais, ce sont des processus inconscients, mais Oui. voilà. Comment est-ce que tu pourrais faire pour que tes enfants puissent mettre de la conscience sur ton changement interne si tout d'un coup tu te mets à prendre plaisir à faire cette belle table? Bah, je pense. Je tiens à préciser que ceci n'a pas été préparé, hein. On est en improvisation totale. Je pense que ce que je pourrais faire, c'est peut-être les impliquer sur une micro-tâche. Donc moi, je prendrais en charge le fait de mettre une belle table, Oui. tout en les sollicitant sur un élément, par exemple, où ils peuvent choisir. Par exemple, si je pourrais dire à Edouard, choisis-nous des belles serviettes qui vont bien avec les assiettes. Enfin, ça, il le fera. Super. Et Charles, lui, c'est plus compliqué parce qu'il est plus dans la compétition et tout ça. Il est moins dans le service, mais enfin, sans vouloir les mettre dans des cases, hein, mais Oui. je pense que lui, ça pourrait être, je sais pas moi, demander de mettre les couverts en moins d'une minute ou un truc comme ça, mais de le faire avec eux, du coup. Ouais, Ok, top. Donc du coup, c'est quelque chose que tu serais prêt à tester? ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bah, c'est super. En fait, vraiment, la clé pour ce genre de tâches, qui sont des tâches qu'on n'aime pas faire, enfin, il y a plusieurs clés. Il y a des âges où les enfants, il y a un âge en particulier qui est vers entre 2 et 4 ans, où l'enfant, il a tellement envie d'imiter l'adulte qu'il a envie spontanément d'aller chercher les assiettes, d'aller chercher les couverts, de mettre la table, juste pour imiter l'adulte. Et généralement, à cet âge-là, c'est l'âge où, en tant que parent, on se dit aïe aïe aïe, mais il n'a pas la motricité assez développée et il risque de me casser les assiettes, il risque de me casser les verres et j'ai pas envie qu'il le fasse. Et donc je le fais à sa place, soit discrètement ou soit je lui dis non, non, surtout prends pas ça parce que ça risque de casser. Et donc du coup, parfois il arrive qu'on rate cette étape qui est le moment clé en fait, comme quand l'enfant a envie de passer l'aspirateur et qu'il aspire un micro-cercle de l'appartement et puis nous ça nous énerve parce qu'il y a tout l'appartement On vit à tous les mêmes aspirer. trucs en fait, c'est ça qui est génial. Ou qui veut passer la serpillière et en fait il le fait mal et donc on le fait à sa place. Mais en fait, donc au tout début, il y a cette étape où ça vient spontanément de l'enfant. Et là, c'est important à cette étape-là de laisser faire l'enfant en fait. Et même si c'est fait de manière imparfaite, même s'il y a une assiette qui est cassée ou un verre qui est cassé, quelque part, s'il y a une assiette qui est cassée, en soi, ça peut être une belle occasion aussi de lui apprendre à utiliser la pelle et la balayette pour ramasser les débris de ce qui a été cassé. Et puis surtout, lui, ça vient vraiment consolider cette envie spontanée qu'il a de faire comme un adulte. Donc quand c'est saisi à ce moment-là, en général, c'est bon pour longtemps et ça rentre dans l'habitude d'aider papa, maman à mettre la table. Quand on a passé cette étape où que l'enfant à un moment n'a plus envie de le faire, bah, la question c'est vraiment se demander est-ce que moi j'aime mettre la table. Et à partir du moment où nous on aime mettre la table, et souvent ce que tu as dit, le fait de mettre une belle table, ça devient différent parce que là c'est apporter de la valeur à toute la famille. Donc quand on arrive à faire passer ce message-là à l'enfant, c'est plus une tâche rébarbative, c'est comment est-ce qu'on va faire pour passer un super moment ensemble, comment est-ce qu'on peut le préparer, l'organiser, comment tu as envie de plier les serviettes. Donc là c'était le choix des serviettes, ou comment est-ce qu'on pourrait les plier pour que ce soit encore plus joli. Comment est-ce qu'on pourrait mettre les couverts et généralement on a tout un tas de codes, mais on peut aussi laisser l'enfant être un peu créatif pour que lui-même en fait il ait l'impression de participer, voilà, de mettre sa petite touche. Ouais. Ça peut être au début lui demander s'il a envie de préparer une petite décoration pour la table, des bougies, voilà, quelque chose. Oui, ou mettre des petites nominettes ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Et que ça devienne vraiment un moment chouette pour lui, pour que voilà, il en profite. Parce nous, qu'après, en on est profite obligé aussi. de faire ce cinéma-là ad vitam aeternam, ou à un moment donné, ils se mettent à mettre la table quand même tout seul. Oui, en fait, ce qui se passe, ça va être de créer l'association dans le cerveau
pour une tâche rébarbative, que en fait ce soit amusant. Donc c'est vraiment une création d'association. Donc ça va durer peut-être quelques jours où on a besoin d'être créatif. Et après en fait ça devient une habitude. Donc quand plusieurs fois l'enfant a associé une tâche au plaisir, là on crée l'impulsion pour qu'il ait envie de revenir vers cette tâche. Et après quand c'est une habitude, c'est comme se brosser les dents le matin, c'est comme se mettre en pyjama, c'est dans la routine et il n'y a plus besoin de poser des questions. Mais pour que ça devienne une habitude, si on ne veut pas utiliser la force ou les cris, etc., on a besoin d'utiliser les valeurs hautes de l'enfant et on a besoin de se demander comment faire en sorte que vraiment il aime le faire en fait. Ouais. En fait, je viens d'avoir une prise de conscience de dingue parce que tu sais, dans le monde du développement personnel, c'est quand même assez évident de se dire qu'on ne peut pas changer l'autre. Il faut se changer soi-même pour pouvoir changer la relation et changer le résultat. Ouais. Et avec des enfants, on a parfois cette... Enfin, je parle pour moi, je dis on parce que je pense que plusieurs personnes ont sans doute ces comportements-là, mais on pourrait penser que c'est un rôle en tant que parent de changer le comportement de l'enfant. Oui. Et ici, tu m'invites plutôt à moi-même changer mon comportement pour changer ce qui se passe en face. Oui. Et c'est une vraie prise de conscience parce que je l'entends et en même temps, en tant que parent, est-ce que oui ou non, on a ce rôle de transformer l'enfant, de lui inculquer des choses, de lui donner les règles, tu vois? Comment est-ce que tu te situes, toi, en tant que spécialiste du développement de l'enfance et de la parentalité positive, pour qu'il y ait à la fois cet espace de liberté pour l'enfant pour qu'il puisse grandir et en même temps un cadre dans lequel il peut fonctionner dans les règles de société, faire en sorte de fonctionner dans la collectivité? Oui, c'est une excellente question. Donc en fait ma position c'est que en tant que parent, en tant qu'adulte, nous on a plus d'expérience que l'enfant. Donc forcément, on connaît les règles qui fonctionnent dans la société. Maintenant, l'enfant, lui, c'est un esprit absorbant, c'est une éponge de son environnement. L'enfant, il ne fait pas du tout ce qu'on lui demande de faire, il fait ce qu'on fait. Et il va ressentir donc les émotions avec lesquelles on les fait. Et il va assimiler dans sa tête de manière inconsciente, ça, ok, c'est quelque chose de chouette à faire, donc j'ai envie de le faire, et ça c'est quelque chose de hyper rébarbatif à faire, donc j'ai pas envie de le faire. Donc quand on a une règle, donc nous en tant qu'adultes on est garant des règles, et quand on a une règle qui est importante pour nous, ça va vraiment être de se demander, ok, celle-là elle est importante pour moi, comment est-ce que je peux transmettre à mon enfant l'amour de cette règle en fait. Parce que finalement, si on a tout un tas de règles dans notre société, c'est parce que elles font sens et elles ont besoin de faire sens pour nous déjà avant de les transmettre à nos enfants. Si elles ne font plus sens pour nous, parce que finalement toutes les règles de notre culture et de notre société sont des règles que nos ancêtres ont mis en place. Et il y en a certaines qu'on peut choisir dans certaines familles de remettre en question et de se demander est-ce qu'elles font encore sens pour moi ou pas, et l'enfant est là quelque part pour questionner toutes ces règles et aller voir, nous pousser nous-mêmes à nous questionner sur les règles, est-ce que vraiment elles sont sensées ou pas. Si oui, elles sont sensées, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que mon enfant l'aime, et d'abord, comment est-ce que je peux faire pour l'aimer moi-même en fait. Et donc là c'est illustré avec ce cas-là, mais on peut peut-être prendre un autre exemple si jamais tu en as d'autres qui viennent en tête. Il y a énormément de choses qui me viennent. Attends. Donc plus précisément, donc tu me demandes un exemple dans lequel une règle n'est... Soit une règle, soit une difficulté, ce que tu veux. Ce qui me vient, c'est tout ce qui met notre enfant en danger. Donc par exemple, la règle, on ne court pas au bord d'une piscine. Clairement, ça fait 8 ans que j'essaye et ils continuent à courir au bord de la piscine. Et manifestement, ça n'a aucun sens pour eux de marcher. Au moment où, parce que je crie, ils se mettent à marcher, ils me regardent l'air de dire « Ok, si ça te fait plaisir, mais ça n'a pas de sens ». Or, après, je peux leur dire tu risques de tomber, ça glisse, etc. D'ailleurs, ils sont déjà tombés en plus. Mais manifestement, ils n'ont pas retenu la douleur liée à l'acte. Ok, top. Si je te demande de ne pas penser à un éléphant rose, tu penses à quoi? Oui, un éléphant rose, effectivement. En fait, le cerveau de l'enfant a vraiment beaucoup de mal à comprendre la négation. Donc du coup, quand on demande à un enfant de ne pas courir, lui ce qu'il va retenir c'est courir.
Et c'est un effort pour lui de se dire « Ah non, il y a eu le ne pas ». Donc ça veut dire courir, non pas courir. Donc l'inverse, c'est quoi? C'est marcher. C'est un processus qui est compliqué en fait à gérer pour l'enfant. Déjà pour nous en tant qu'adultes, c'est une démarche qui peut être compliquée. Pour l'enfant, c'est quelque chose d'encore plus long. Et il peut faire la démarche, donc se dire ok, ne pas, ça veut dire ok, pas courir, donc marcher, je marche. Et après, s'il se souvient de la parole de son parent, il va se dire courir. Enfin, on retient courir en fait. Et donc, Mais naturellement, un enfant a envie de courir au bord de la piscine. Il y a quand même cette pulsion-là. Oui. On a tous couru au bord de la piscine, quoi. oui, mais juste la première étape, c'est plutôt que de dire ne pas courir. Ouais. Je voudrais, Marche. oui, vraiment inviter à dire à l'enfant ce qu'on attend de lui plutôt que ce qu'on attend qu'il ne fasse pas. Bien sûr. Comme à tout être humain d'ailleurs, il vaut mieux dire ce qu'on attend de lui. Donc, est-ce que tu peux marcher doucement ou comment tu pourrais faire pour marcher doucement? Une question, c'est encore plus puissant parce que quand on pose une question à quelqu'un, tout son cerveau va se mettre au service de la recherche à la réponse à la question. Donc on peut lui dire soit marche doucement, parce que c'est quelque chose qui vient plus facilement, ou on peut lui demander comment est-ce que tu peux faire pour marcher doucement. Donc sur le coup, ça va être vraiment utiliser la parole positive pour que son cerveau puisse capter l'information. L'enfant, il ne fait pas les choses parce qu'il a envie de nous embêter, ou, voilà, il fait les choses juste parce que soit il trouve quelque chose d'hyper excitant et il le fait, ou soit il ne comprend pas, ou il oublie. Voilà, il a un cerveau qui n'est pas le même que le nôtre et même si on a l'impression qu'il comprend tout, il ne comprend pas forcément tout. Et après, la deuxième étape, ça peut être de le préparer vraiment en amont et de lui dire écoute, moi je tiens vraiment à toi, je t'aime de tout mon cœur et je sais que tu adores jouer dans la piscine et que tu adores courir. Et comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que j'ai pas envie que tu te blesses ou j'ai pas envie qu'il y ait un accident. J'ai envie que ton corps il reste entier, en bonne santé, qu'on puisse continuer à jouer au foot ensemble, à faire du basket ensemble. Quand tu me parlais de sport, je sais pas quels sont les sports, mais et quand on passe un moment à la piscine, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que tu puisses te rappeler de marcher? Comme ça, on est sûr que toi, tu es en bonne santé après et qu'on peut continuer à faire toutes ces activités qu'on aime. Et aller lui poser la question. Et peut-être que sur le coup, en fait, l'enfant ne va pas trouver la réponse tout de suite. Parce que si je te demande, par exemple, quelle est l'origine de ta dernière pensée? Tu bugs. Ben, c'est pareil pour l'enfant, en fait. Si on lui pose une question pour la première fois, pourquoi tu as bugué? C'est parce que je t'ai posé la question pour la première fois. Enfin, je pense que personne t'avait posé cette question avant. Et l'enfant, c'est pareil. Quand on lui pose une question pour la première fois, il se peut qu'il bug. Et ce bug, c'est simplement parce qu'il n'a pas encore fait les connexions neuronales pour trouver la réponse à la question. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en processus pour chercher la réponse. Donc il se peut qu'il ne trouve pas la réponse tout de suite, mais son inconscient va se mettre à chercher la réponse à la question. C'est comme, peut-être que quand tu étais à l'école, enfant, il t'est arrivé d'avoir des problèmes de maths que tu n'arrivais pas à résoudre le soir même. Et après une nuit de sommeil, tout d'un coup, le matin au réveil, tu trouves la solution. En fait, ce qui s'est passé là avec ton problème de maths, c'est que tu t'es posé une question, tu n'as pas trouvé, mais ton inconscient a continué à processer pendant toute la nuit jusqu'à trouver la réponse à la question. Donc pour l'enfant, c'est pareil, on peut lui poser une question qu'il ne sache pas répondre tout de suite. En tant que parent, quand ça arrive, ce qui est important, c'est de se dire, c'est pas grave, j'ai semé la graine et son inconscient est en train de chercher et de faire les connexions neuronales. Savoir que toute chose avec un enfant, comme il est en phase d'apprentissage, prend plus de temps qu'avec un adulte. Parce que l'adulte, il sait déjà en fait. Et donc du coup, planter cette graine, et si la réponse ne vient pas tout de suite, ça peut être reposer la question. Plus on pose la question, mais bon, pour le faire pas trop avec des gros sabots, parce que sinon, quand on vient trop avec nos gros sabots, l'enfant il le capte. Hein. Mais c'est de reposer la question, parce que plus on pose poser la même question, plus le cerveau va créer de connexions neuronales par rapport à cette question. Donc c'est vraiment, il ne sait pas une première fois, c'est ok. Reposer la question peut-être un jour après, ou 2 jours après, ou 2 heures après, et pour que les connexions neuronales se refassent. Et il y a un moment où la réponse va émerger. Et quand la réponse émerge de l'enfant directement, là, tu as tout gagné. Parce qu'en fait, ça devient sa réponse. C'est plus quelqu'un qui lui impose quelque chose, c'est lui qui a trouvé une solution à un problème lui-même. Waouh. Et là, c'est important, si jamais ça fait 100 fois qu'on lui répète la même chose, de lui dire « Waouh, t'as trouvé une réponse toi-même !» et vraiment d'ancrer là-dessus.
ne pas se dire ah mais je te l'ai déjà dit 100 fois ou un truc comme ça, mais vraiment être émerveillé du fait qu'il a réussi à trouver une réponse, à trouver une solution et voilà, et qu'en fait c'est génial. Et quand on est aussi émerveillé que lui, du fait, on peut lui dire par exemple, tu peux être fier de toi d'avoir trouvé cette réponse, ça fait un moment qu'on se pose la question, là tu l'as trouvé, voilà, vraiment l'ancrer, lui dire qu'il peut être fier de lui pour qu'il se l'approprie pleinement en fait. Génial. Bon bah écoute, moi je repars en tout cas avec pas mal de trucs à mettre en œuvre et à tester. Merci vraiment pour tes partages. J'espère que vous avez apprécié autant que moi ce coaching ici que j'ai subi, mais avec beaucoup d'intérêt. Moi je prends conscience aussi qu'un de mes challenges va probablement être de conscientiser ces processus-là, parce que je me fais probablement vite embarquer par des processus automatiques qui amènent à s'énerver, à crier, etc. Donc je pense qu'il y a un travail de conscience à faire et d'ancrer vraiment ces changements de... Ouais, en plus derrière on a des petits qui nous challenge au niveau de la vidéo. Le monde est bien fait quand même. Ouais. Faut dire qu'on a choisi un spot enfantin, donc voilà. En tout cas, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver pour avoir plus de conseils sur comment élever leurs enfants dans un esprit positif, tout en ayant quand même des clés pour pouvoir se faire respecter? Oui, alors j'ai un blog qui s'appelle My Kid is Happy, donc www.mykidishappy.com. Et voilà, là vous pouvez me retrouver avec grand plaisir. Puis peut-être que tu pourras mettre un lien. En fait, si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un défi de 21 jours d'éducation positive qui est totalement gratuit, où chaque jour vous avez une nouvelle pépite sur comment régler ces petits problèmes du quotidien qui peuvent vraiment peser pour les parents. Donc, ouais. J'ai fait ce défi, il est génial. Je vais mettre le lien ici en dessous, comme ça vous pouvez vous inscrire à ce défi. En 21 jours, il y a plein de trucs marrants. Moi, un truc que j'ai mis en place, c'est plutôt que de chaque fois demander aux enfants tu dois mettre tes affaires dans le panier de linge sale, etc. et ça marche pas, c'est de transformer le panier de linge sale en un espèce de panier de basket et du coup les enfants lancent tout dedans. Ça a bien fonctionné chez nous, donc voilà, c'est un des défis sur les 21, mais clairement c'est top ça. Cool. Excellent. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous le savez, le monde en a besoin, donc partagez-la. On est tous il y a énormément de parents et on a tous besoin de clés pour fonctionner autrement. Moi je retiens vraiment de cette vidéo que si je veux que ça change, je dois changer, et c'est quelque chose que je répète régulièrement. Ici je prends conscience que ça marche aussi dans la parentalité. Donc partagez cette vidéo, likez-la si vous l'avez aimée. Si vous avez des défis, mettez-les en commentaire, des trucs où vous avez du mal à gérer en tant que parent, vous pouvez partager un commentaire, comme ça on va tous s'entraider et puis retrouver mademoiselle Tarissaï. Avouez que c'est pas un prénom facile à retenir. Je mets tout mon cœur. Tarissaï sur son blog et son défi 21 jours. On vous embrasse bien fort. Au revoir. Ciao.